View. Bienvenue sur le podcast que j'ai intitulé Pod IT, où nous allons découvrir ensemble une personne qui fait l'IT, justement. Moi, ça va me faire du bien car en fait, je vais peu parler pour une fois, juste poser des questions, alors que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de beaucoup parler. Et c'est pas anodin ce qui va m'arriver ce soir parce que on nous a pourvu d'une bouche et de deux oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et pour le coup, ce soir, moi, je vais écouter 2 fois plus que ce que je vais parler, au minimum, j'espère. En tout cas, exercice intéressant pour moi et pour Jérôme. Salut Jérôme. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, pour le premier podcast, j'accueille quelque part un ovni. Alors pourquoi je dis un ovni? Parce qu'il est en même temps MVP et en même temps prof dans l'éducation nationale. Et à ce qu'il paraît, à tout le moins en France, c'était un cas unique parce que être MVP et être prof, j'en connais pas. Et j'ai eu beau rechercher en interne, j'en ai pas trouvé des MVP qui étaient justement profs dans l'éducation nationale. Donc j'ai donc préparé une liste de questions avant ce podcast. Et bien entendu, si vous en avez, messieurs, dames, il ne faudra pas hésiter à les poser dans le chat, puisque tout simplement, moi, je vais essayer de lire et suivre le chat au fur et à mesure. Et donc, ça me permettra d'avoir une visu aussi sur vos questions et de les poser en live à Jérôme. Donc, je pense que vous aurez beaucoup de questions que je n'aurai pas forcément, mais ne serait-ce que le statut de MVP, en général, ça intéresse tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer si vous avez une bonne image et un bon son de nous. Donc, il n'y aura pas de slide ce soir. C'est vraiment l'objectif, c'est de découvrir Jérôme. Et puis, en fonction de du succès ou pas de ce podcast, pourquoi pas en faire de temps en temps avec des invités de marque. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Jérôme Bozet-Torres, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis originaire de l'Isère. Je suis né à Échirolles. Et en fait, mon histoire est un peu particulière puisque j'ai dû, quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, ma future femme, quand j'étais à l'école, eh bien, elle travaillait sur Lyon à l'époque. Donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivé sur la région lyonnaise. D'accord, donc c'est par amour que tu as quitté ta région pour Exactement, rentrer sur Lyon. D'accord, très bien. tout à fait. Et c'est quoi ton parcours pro? Alors mon parcours pro, ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que initialement, j'étais parti sur des études dans l'agroalimentaire. Et oui, Ouais. ça peut paraître très bizarre. En fait, mon père, lui, était on va dire, dans l'IT, puisqu'il était chez Capgemini. Il faisait de la gestion de projet. Et à l'époque, donc ça, c'est le contexte grosso modo des années 80, mon père me disait, bah écoute, l'informatique, on ne sait pas ce que ça va donner et on ne sait pas si ça va être porteur ou pas. Et il m'avait toujours mis un petit peu un frein, alors que moi j'étais beaucoup derrière lui, je travaillais beaucoup derrière lui, et il m'avait dit, bah écoute, je ne sais pas si ça va être porteur ou pas. Donc du coup, moi je m'étais lancé sur la partie agroalimentaire, où j'ai fait un IUP pour être responsable de production en agroalimentaire. Et j'ai travaillé donc dans le groupe Martinet, donc les salades, le traiteur intraitable à Saint-Quentin-Fallavier. Et après, à cette époque-là, j'étais donc marié et j'avais 2 enfants, donc mes 2 grands. Et à cette époque-là, je me suis cherché dans ce travail et je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et donc du coup, je suis parti sur un CQP à l'époque, donc un certificat de qualification professionnelle. Et en fait, j'ai fait un CIF. J'ai fait un contrat individuel de formation pendant 8 mois. Et sur ces 8 mois, en fait, je me suis formé. Tu t'es auto-formé ou tu as été formé? Non, j'ai été formé dans un centre de formation à Villeurbanne, qui était la FIP Formation à Villeurbanne. Et d'ailleurs, que je remercie, puisque c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis dans le métier de l'IT. Et en fait, le prof qui m'a enseigné une partie de ce que je connais aujourd'hui, eh bien, c'est lui qui m'a donné envie, en fait, aussi de transmettre cette passion de l'IT. Donc, c'est grâce à lui que je suis devenu formateur, dans un premier temps, où je formais à la fois des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, donc des personnes qui venaient de tout niveau, et sur tout, donc c'était sur le réseau, sur du Microsoft et autres. Et donc c'est là où on a dû
avec mon collègue, donc alors pas se séparer, mais se répartir un peu les cours. Et lui m'a dit, bah écoute, moi j'aime bien Cisco, je vais partir sur tout ce qui est réseau et autres. J'ai dit, bah moi écoute, je vais partir sur la partie Microsoft et la partie Virtu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premières certifications Microsoft, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, après je suis arrivé MCT, puisque ça fait plus de 12 ans que je suis MCT, donc Microsoft Certified Trainer. Et voilà donc mon parcours. Et puis donc à la fois en faisant on va dire des parcours de reconversion, j'ai aussi eu des parties écoles où je commençais sur le BTS, j'ai commencé sur le BTS IG à l'époque, donc informatique de gestion. C'était ma première année sur la partie école, et après ce BTS a été rénové pour devenir le BTS SEO, donc le BTS service informatique dédié aux organisations qu'on connaît aujourd'hui. Et sur ce BTS, lors de correction d'examen, il y a un jury, un prof de l'éducation nationale qui me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là, quoi, comment ça se passe? Je dis, écoute, moi voilà, je travaille 40 heures par semaine, je prépare mes cours comme je peux, tout ça, et j'ai très peu de temps. Il me dit, écoute, mais viens dans l'éduc. Je dis, mais comment ça, viens dans l'éduc? Je veux dire, il me dit, écoute, c'est simple, si tu as envie, il y a un concours à passer, tu le passes, on voit ce qui se passe, et puis après tu pourras devenir vacataire, titulaire, et ainsi de suite. Je dis, ouais, mais attends, ça se passe comment? Donc il m'a tout expliqué, et puis d'ailleurs, cette personne, je la remercie, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui si je suis dans l'éduc aussi. Et voilà. Et donc j'ai mis 5 ans pour être titulaire, puisque l'inconvénient, c'est que sur cette partie informatique, au niveau national, il n'y a que 3 places nationales. Donc, autant dire que malheureusement... Il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Eh ben, il n'y a pas si beaucoup de prétendants que ça, parce qu'en fait... il y avait 3 prétendants. Il y en avait combien? Non. Bon. Non, mais sur les premières années, si tu veux, il y en a 60. Mais si tu veux, les gens s'inscrivent, mais c'est pas pour autant que tout le monde se déplace aux examens. Donc en fait, on a réellement très peu de... Mais une chose qui est complètement absurde, et ça c'est que mon avis à moi, c'est que par exemple sur ces 3 places nationales, aujourd'hui, rien que dans l'Académie de Lyon, il faudrait nous entre 7 et 8 profs. Rien que dans l'Académie de Lyon. Et là, on n'ouvre que 3 postes nationales. Donc ça fait un décalage qui est énorme, quoi. Ouais, bon, et donc après, voilà. On rentre dans une logique de budget. Mais donc, si je résume ton parcours, tu commences dans l'agroalimentaire, qui n'a rien à voir avec l'IT, alors que tu as un père qui est quand même dans l'IT, tu te dis, je fais complètement une reconversion, ce qui demande quand même du courage, parce que surtout quand je me suis reconverti, excuse-moi, j'avais 35 ans. Donc j'ai repris mes études à 35 ans. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire, c'est que tu es dans une logique de j'ai femme, j'ai enfant, j'ai crédit, j'ai une situation qui me demande peu d'énergie parce que je connais mon boulot, et à 35 ans, je décide de faire au final ce qu'a fait mon père pendant une partie de sa vie en tout cas. En plus, il travaillait chez Capgemini, qui est quand même une grosse société pour y avoir travaillé. Je crois qu'ils sont numéro 1 en Europe. Et donc, tu décides de repartir, de faire un virage à 180 degrés, de repartir dans un domaine qui t'a été au moins porté par ton père durant l'enfance. Tu rencontres la bonne personne qui est un prof, tout simplement, qui donne envie non seulement d'apprendre, mais en plus de transmettre à terme, puisque c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, tu te retrouves dans une logique où, au final, au quotidien, tu formes les métiers, donc les étudiants pour des métiers de demain. Parce que quand tu parles quand même de Microsoft et quand tu parles de tout ce qui est virtualisation, donc je pense que tu t'y connais pas mal en VMware d'après ton parcours, c'est quand même des profils qui sont énormément recherchés dans le monde de l'IT, de manière générale. Oui. Et il y a une pénurie de profils, encore plus dans le cloud pour le coup, mais il y a une pénurie de profils dans l'IT. Ok. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, ça m'est arrivé d'être démarché par des entreprises privées. Tu gagnerais peut-être mieux ta vie en étant formateur peut-être dans des organismes de formation. Après, j'en sais rien, mais je dis. J'ai été formateur parce que mais la qualité de vie n'est pas la même, quoi. Ouais, ce que je disais, c'est que j'ai été formateur parce que je suis aussi MCT.
Effectivement, la qualité de vie n'est pas la même, mais il y a quand même un, un package qui peut peut-être être plus intéressant. J'en sais rien. En tout cas, à comparer. Euh, Pourquoi les technologies Microsoft? Parce que en règle générale, on dit oui, moi je suis plutôt Linux, je suis plutôt monde libre. Il y en a qui disent je suis plutôt Microsoft. Pourquoi tu es parti sur du Microsoft? Qu'est-ce qui a fait que... Et ben en fait, si tu veux, c'était à l'époque, alors moi, quand j'ai commencé tout ce qui était techno, on était à l'époque de Windows Server 2003 et Windows XP. Donc je sais que moi, à la maison, j'avais du XP, alors j'avais pas de Windows Server, mais je me suis orienté dessus, on va dire, naturellement, puisque c'était au programme de ce qu'on devait enseigner aux, aux personnes en reconversion, quoi, tout simplement. D'accord, très clair. Et comment tu es devenu MVP? Parce que ça, je pense que ça va intéresser ceux qui nous suivent. Alors en fait, Comment... comment je suis devenu MVP? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme MVP, il est là pour mettre en avant des personnes qui partagent aussi bien leur passion et qui sont là pour aider la communauté Microsoft. Et donc, en fait, pour devenir MVP, il faut être drafté, autrement dit, il faut être recommandé au service MVP France, enfin, de votre région, grosso modo, pour dire, bah voilà, cette personne a pour moi les compétences nécessaires à devenir MVP. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut prouver à l'aide de contributions. Donc, les contributions, elles peuvent être de toute nature. Ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, des blogs, des actions qui vont permettre de montrer notre engagement pour la communauté. Et donc, moi, c'est Damien Van Rebay, qui est aujourd'hui MVP dans 2 catégories, la catégorie EMS et Cloud Data Center. Voilà. Ok, Et donc, en donc fait, si je résume pour tout le monde, pour devenir MVP, messieurs, dames, il faut être coopté par 2 types de populations d'une certaine façon, soit un MVP, soit quelqu'un de Microsoft. Voilà, c'est les 2 façons de rentrer en tant qu'MVP. Et on va vous demander de prouver votre contribution, non pas au moment où vous postulez, mais sur la dernière année avant de postuler. Donc en fait, c'est ça. le programme MVP, il ne faut pas se dire, bah tiens, je veux devenir MVP, bah je postule MVP, ça ne marchera pas. C'est je veux devenir MVP, je travaille pendant au minimum 1 an à partager mes compétences techniques, à participer à des articles sur Microsoft Learn, à animer des événements, etc., etc., à faire des podcasts, par exemple comme celui-ci, ou en tout cas de participer à des chaînes YouTube. Et après ça, une fois que vous avez eu suffisamment de contributions et que vous êtes coopté, vous pouvez prétendre au titre de MVP. Et sachant que pour la petite histoire, les MVP, c'est uniquement des salariés du privé. C'est-à-dire que, alors du salarié du public aussi, tu vas me dire, mais mon propos, c'est de dire que quand vous êtes chez Microsoft, vous perdez votre statut de MVP. Donc moi, quand je suis rentré chez Microsoft, automatiquement, je l'ai perdu. Et le statut de MCT, Microsoft Certified Trainer, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé là aussi? Oui. Alors, moi, le MCT, ben, en fait, l'objectif, comment former de plus en plus au techno Microsoft, on se devait de leur fournir les contenus officiels. Et pour avoir à l'époque les contenus officiels, ben, il fallait être MCT. Autrement dit, il fallait être, dans un premier temps, avoir des certifications Microsoft. Donc à l'époque, moi j'étais certifié sur tout ce qui était Windows 7, Windows 7 déploiement, tout ce qui était entreprise, alors je ne sais plus les noms maintenant, et sur la partie Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2020, enfin pas 2022 parce qu'il n'y a plus de certif, mais voilà, sur les mises à jour. Et en fait, une fois qu'on avait l'intégralité de ces certifications, eh bien, on pouvait prétendre à la certification MCT. Sachant que la certification MCT, on a aussi un aspect qualitatif, c'est-à-dire que quand on dispense une formation, les personnes qui suivent cette formation reçoivent un lien d'enquête et ainsi de suite. Donc il y a un aspect aussi qualité de présentation, de réalisation de la formation et autres. Et avec ce package MCT, en fait, on avait l'accès aux environnements que Microsoft nous proposait.
à travers des téléchargements, donc les cours officiels, et en plus les machines virtuelles pour permettre les manipulations et l'apprentissage. Tout à fait. Donc, si je résume, pour devenir Microsoft Certified Trainer, il faut démontrer des compétences en pédagogie, mais en plus de ça, ça vous donnera le droit de former d'autres personnes sur les produits Microsoft. C'est-à-dire que normalement, pour pouvoir transmettre des compétences, des connaissances sur les technologies Microsoft, il faut le faire avec les cours officiels qu'on appelle des MOOC. Et il faut savoir aussi que vous avez accès à un portail qu'on appelle le Download Center, dans lequel vous allez télécharger les VHD, des environnements virtuels, donc Hyper-V, qui vont vous permettre de donner des formations. Alors avec Azure maintenant, parce que comme vous le savez, Microsoft met énormément en avant Azure, c'est beaucoup plus simple, il n'y a rien à télécharger en local, mais historiquement, quand il y avait des certifs Windows Server, etc., il fallait télécharger l'entièreté de l'environnement. Cite-moi 5 choses ou personnes sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Ma famille, ça compte pour 1 ou pour 5? Ah bah si tu dis chaque prénom, non, c'est pas du jeu. Donc ta famille, c'est déjà pas mal. Et tu l'as dit en première position, c'est plutôt pas mal. Ouais. 5 choses ou 5... ouais, ma famille, mes amis. Je pense que c'est important aujourd'hui d'être entouré d'amis. C'est aussi là pour échanger, pour nous soutenir. Chose, pour moi, c'est le sport. Donc, sans le sport, aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais vivre. Je trouve que c'est un défouloir, c'est quelque chose qui nous permet de se vider la tête quand on a passé une semaine dure ou Quoi même comme une journée. sport tu fais? Cette année, je me suis mis au plongeon. Et il y a un club à Lyon où... Ouais, il y a un club à Lyon. Alors moi, il y en avait un avant juste à côté de chez moi. Maintenant, il n'y est plus, donc il est à Vèze, Gorge de Loup. Ouais, donc, je vois. Voilà. D'accord. Et quoi d'autre? Alors, Parce je suis à que t'étais 3. pas obligé d'en trouver 5, hein, mais... Non, mais ça... Ton téléphone portable, par exemple. Ouais, il est souvent greffé là, Voilà, sur ma main. comme tout le monde, Ouais. malheureusement. Et est-ce que tu en as un dernier, un objet que tu portes toujours sur toi ou quelque chose qui te rappelle d'où tu viens ou un point important? Non, j'ai souvent des pièces avec moi. Si tu veux, j'ai des pièces que je garde en gris-gris. C'est pas pour autant que je sois superstitieux ou pas, hein, mais j'ai toujours dans mon sac un ensemble de pièces que je garde toujours sur moi. Donc les étudiants et étudiantes, ils t'entendent arriver, quoi. Ils savent qu'ils doivent arrêter les... Bling, bling. C'est ça. Ok. Très bien. Et justement, c'est mieux, selon toi, vie étudiante ou vie professionnelle? Est-ce qu'il vaut mieux se retrouver à ta place ou à la place de tes étudiants? Si j'avais eu un prof comme moi quand j'étais étudiant, j'aurais dit il est fou ce gamin. Il est fou ce prof, pardon. Si tu veux, moi, l'objectif qu'on se donne en tant qu'enseignant et dans l'établissement dans lequel on est, c'est que notre but, aujourd'hui, on les prépare à un examen, mais cet examen, on sait très bien, certes qu'ils l'auront, ça, il n'y a pas de souci, mais on les prépare à un futur métier. Et nous, ce qu'on amène en plus de l'aspect, on va dire de l'aspect technique, c'est l'aspect humain. Et aussi, on leur dit qu'aujourd'hui, malheureusement, même sur une formation de BTS, le BTS, pour moi, c'est le bac d'il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avec juste ça, on va juste pouvoir éventuellement commencer à rentrer dans le métier du travail, quoi. Enfin, dans le monde du travail. Donc, il faut leur dire que malheureusement, vos études, elles ne sont pas finies. Ce n'est que le début. Et ça, il faut qu'ils en aient conscience. Ouais, alors tu vois, pour le coup, on va être en désaccord parce que déjà, je trouve qu'en France, on met trop d'accent sur les études. Or, ce qu'un recruteur achète en premier, c'est une personne. Donc, c'est ce qu'elle dégage. Donc, c'est sa personnalité. Et en deuxième, c'est ses compétences. Alors, on pourra me dire, mais non, c'est d'abord les compétences et ensuite la personne. Pour moi, le choix, il est fait dès les premières minutes d'un entretien. Qu'on l'accepte ou pas, inconsciemment, on sait si oui ou non on va pouvoir travailler avec cette personne. Et donc, faire beaucoup d'études pour faire beaucoup d'études, moi, au cours de ma carrière, j'ai 20 ans d'informatique derrière moi, on m'a demandé une fois une copie de mon diplôme, et c'était pour un entretien au ministère de la Défense, pour travailler dans le contre-espionnage. Donc, si tu veux,
Moi, je préfère juger les personnes sur leurs actes et sur ce qu'ils savent faire plutôt que sur le nombre d'années après le bac. Mais encore une fois, c'est un Oui, point de vue personnel. Et toi, t'étais quel type d'étudiant? moi j'étais un étudiant qui était alors plutôt on va dire dans le haut du panier entre guillemets, mais j'étais un étudiant qui avait vraiment pas besoin de travailler. C'est-à-dire que moi le simple fait d'écouter, j'avais déjà appris quasiment 90% de mes leçons. Au grand désespoir de ma femme qui elle avait besoin de travailler énormément. Et alors, justement, pour toi, la meilleure façon d'apprendre, parce que moi, ce que je dis souvent quand je formais, quand j'étais formateur, je disais une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est de dire quand quelqu'un a faim, au lieu de lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher. Euh, on dit souvent qu'il y a ceux qui sont plutôt dans la manipulation, il y en a qui sont dans le visuel, il y en a qui ont besoin de prendre des notes, il y en a qui ont besoin Mmh. d'écouter. Euh, c'est quoi pour toi la meilleure façon d'apprendre? Alors pour moi en Surtout dans la fait, technique. Oui. bah, pour moi en fait, dans la technique, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est la philosophie de ce qu'on veut de ce qu'on leur demande. Parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, enfin moi je le conçois comme ça, mais quand on a compris un petit peu la philosophie de Microsoft, comment ils travaillent et comment tous ces programmes sont imbriqués les uns entre les autres, j'ai envie de dire qu'on essaye, enfin qu'on me donne un nouveau produit Microsoft, même si je ne le connais pas en soi, bah, en fonction de la philosophie du produit, c'est-à-dire comment, avec quel autre élément il va s'interconnecter, on est capable de savoir ce que l'on doit faire. Donc si tu veux, pour moi, c'est plus leur enseigner à la fois la pratique et à la fois la philosophie. C'est-à-dire que pourquoi Microsoft a fait ça, pourquoi ils ont sorti tel et tel produit. Quelle était l'optique et quelles étaient les évolutions par rapport aux anciennes solutions. Ok, ok. C'est quoi pour toi le succès? Alors moi, en fait, du succès, je m'en moque vraiment. Enfin, pour moi, j'ai pas forcément besoin d'être reconnu, d'avoir du succès. Pour moi, le succès, c'est que les personnes puissent, ne serait-ce que être reconnaissant de ton travail. Tu vois, voilà. Pour moi, c'est ça. Donc Avoir pour un toi, succès, c'est le succès, c'est la reconnaissance des pairs ou de ouais, tes étudiants. oui. Si tu es un étudiant qui Et, arrive et des il années me plus le, tard, ouais. si tu as Ah, un et il me le, étudiant qui... ouais. Attends, je finis. Excuse-moi. Si t'as un étudiant qui arrive des années plus tard et qui te dit, bah écoute, grâce à vous, j'ai pu trouver un job ou j'ai pu m'épanouir dans un job, c'est là où pour toi est le succès. Tout à fait. Ouais. Et toi, pour rebondir sur ce que tu dis, toi, j'ai un étudiant qui est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant, sur la première formation ICS, donc ingénieur en cybersécurité, qui aujourd'hui qui s'appelle est encore pentester chez Orange Cyberdéfense. Eh bien, il m'a dit, parce qu'on se tutoie, hein, il m'a dit, bah écoute Jérôme, tu m'as donné envie d'enseigner et cette année, il a commencé ses cours dans l'école où il a été en tant qu'étudiant et dans la formation. Donc si tu veux, pour moi, ça c'est hyper reconnaissant parce qu'il me dit, bah, avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu ensemble, parce que moi, sur les phases d'apprentissage, on est plus sur du. J'aime pas, moi, la relation prof-élève où c'est je suis là pour vous mettre des notes, je suis là pour vous sanctionner. Non, pour moi, on est tous ensemble dans un bateau et on va tous ensemble vers l'examen. Donc, c'est vraiment des relations, je dis pas d'amitié parce qu'on n'a pas les mêmes. Mais on est dans une relation de confiance. Donc le succès pour toi, c'est la reconnaissance de tes étudiants, de ce que tu as pu leur apporter. Très bien. Ouais. Mais tout à l'heure, je t'ai posé la question, c'est mieux vie étudiante ou vie professionnelle? J'ai pas l'impression que tu y as répondu. Toi Non, qui es dans les deux, c'est quoi? C'est euh, parce que moi, je me ah, rappelle de ma vie étudiante et elle me manque pour plein de raisons, que ça soit les soirées arrosées ou les impôts qui maintenant me rattrapent. Mais concrètement, toi, c'est quoi pour toi? Il vaut mieux être côté prof, côté élève à l'heure actuelle? à l'heure actuelle, je pense que côté élève, c'est bien parce que on est dans un monde où on a quand même énormément de technologies, énormément de moyens pour apprendre. Chose qui, à notre époque, bah, on n'avait pas forcément les mêmes moyens pour apprendre les mêmes choses.
Donc pour moi, ce serait vraiment plus une vie étudiante. Et si j'avais un message à leur dire, ce serait bah, vivez vraiment votre vie étudiante. Vivez-la, profitez-en. Ok, très clair. Et si tu devais répondre à la question qui suis-je, tu dirais quoi? C'est une question qui a été posée dans le chat. Qui suis-je? Je suis une personne qui s'arrête jamais de travailler, qui malheureusement, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, malheureusement. Et je cherche toujours des solutions et j'arrive généralement toujours à... Donc je suis quelqu'un de volontaire et travailleur. Ok. Et donc, est-ce que tu attends, parce que tu dis que tu es travailleur, donc ça veut dire que tu travailles beaucoup. Est-ce que Mm. tu attends de tes étudiants qu'ils aient le même niveau d'exigence envers eux-mêmes que tu as envers toi-même? On peut pas l'imposer à C'est des pas ce que j'ai étudiants. demandé. J'ai pas Ouais, demandé si tu l'imposais. J'ai non, je demandé l'attends si pas. tu l'attends pas. Ok. Il y en a qui savent très bien se donner les moyens de travailler. Et comme moi je dis à mes étudiants, s'ils ont envie de se bouger, enfin, s'ils ont envie, moi je suis pas leurs parents, je veux dire que s'ils ont envie de monter dans la barque avec moi, qu'ils montent dans la barque. Mais je les tirerai pour qu'ils montent dans la barque. Mais inversement, un étudiant qui justement veut pas monter dans la barque parce que il y a World of Warcraft, parce qu'il y a LoL, parce que il y a la femme ou l'homme, etc. à côté. Euh, T'es quoi comme prof? T'es le prof qui va. Moi, par exemple, quand j'étais prof vacataire à l'IUT, bon, c'était il y a 7 ans, hein, mais quand je commençais le cours, je venais toujours avec un carton et je leur demandais à chacun de mettre leur téléphone portable dans le carton pour Mm. que pendant toute la séance, ils ne puissent pas faire autre chose, parce qu'on le sait toutes et tous que le portable, c'est le diable. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais pratiquement. Ah, j'avais quand même des étudiants, j'en avais deux, je me rappelle très bien, qui de toute façon, pour X ou Y raison, ils étaient à fond dans World of Warcraft pour le coup. Et en plus, quand j'avais commencé le cursus de révision Windows 2008 R2 avec eux, ils venaient de sortir une extension sur WoW. Donc autant te dire que c'était la mort avec ces deux-là. Euh, Est-ce que tu dépenses de l'énergie pour embarquer des étudiants qui veulent pas bosser pour X ou Y raison, bonne ou mauvaise, hein, parce qu'en plus, Mm. je veux pas stigmatiser les étudiants parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'à un instant T, on n'est pas à fond. Mais ma question, elle est plus, ouais, comment tu, quand tu as un étudiant qui est réfractaire, comme ça peut être un professionnel dans ton boulot qui est Mm. réfractaire aux idées que tu amènes, comment tu gères ça? Ben, en fait, je gère ça, c'est-à-dire que pour moi, j'essaie de lui montrer que s'il est là, s'il a fait l'effort de venir, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour parce qu'il faisait chaud, parce qu'il a vu de la lumière ou parce qu'il a des collègues. Euh, donc forcément, j'essaye de trouver un axe, un levier sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour peut-être passer plus de temps avec lui, parce que bah, il a peut-être besoin de plus d'attention pour justement lui permettre de décoller et de prendre le fil. Ok. Bon, après, quand tu disais si tu es là, c'est que tu as fait l'effort de venir, les étudiants, alors je sais pas en BTS, mais normalement, ils se doivent d'être présents parce qu'au bout de X absence, ils sont sanctionnés. C'est pas le cas en C'est- BTS? Si, si, c'est le cas. D'accord. C'est le cas. Alors après, c'est pas le cas dans tous les établissements, hein, ça dépend un peu des établissements, mais dans notre établissement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils ont des sanctions si jamais ils sont pas là. Ok. Ce qui pour moi me paraît logique. Ouais, ouais, Si on après. s'engage, on respecte nos engagements. Je dirais que dans tous les cas de figure, quand ils seront dans la vie professionnelle, bah, quand ils sont absents, c'est ce qu'on appelle un abandon de poste et c'est jamais bon pour sa suite dans la société. Donc je l'entends encore une fois, mais euh, j'avais besoin un peu d'avoir ton point de vue sur le sujet. Autre question, quel est le challenge pro et ou perso le plus important à tes yeux? Alors, le challenge pro, moi, je répondrais un peu à ta place là-dessus, dans le sens où tu nous as dit que pour toi, un étudiant qui réussit ses études, a un job, qui s'éclate au quotidien, c'est c'est un C'est un- succès et c'est un Mm. challenge que tu as remporté avec lui. Mais peut-être que tu en as d'autres à partager ou un challenge perso, encore une fois. C'est. Vas-y. Non, moi, le premier challenge, vraiment le gros premier challenge, ça a été quand j'ai commencé
mes vidéos et mes projets chez les éditions Eni, où au début j'ai commencé sur les vidéos, puisque je trouvais ça plus simple pour moi. Et après, le premier challenge, ça a été vraiment de reprendre l'écriture du livre sur les stratégies de groupe. Donc ça, pour moi, ça a été le gros premier challenge. Ok, donc, alors ce que tu nous partages, c'est que tu es auteur aux éditions Eni, et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je t'ai connu, euh, Oui, en tout cas indirectement par LinkedIn, enfin c'est toujours pareil. Et donc, tu publies des vidéos pour des éditions Eni, et ton plus gros challenge, c'est de publier au final un contenu de qualité ouais, sur des sujets que quelque part t'enseignes aussi. Donc, tu as tout à toute fait, légitimité. tout à fait. Ok. Euh, et au niveau perso, est-ce que tu as un challenge que tu voudrais partager? Challenge perso, non, j'ai pas forcément de... Non, comme ça me vient pas à Tu veux pas l'esprit. faire un triple looping avant la fin de l'année sans Non, t'éclater en faisant un plat à 30 mètres d'altitude? Non, 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 non. c'est pas l'objectif. Ok, Non, non, déjà j'ai commencé juste le plongeon, voilà, c'est déjà pas mal. très bien. Euh, Si tu devais finir cette phrase, donc je te l'a dit, tu dois la finir. Je vais aller n'importe où puisque... Je vais aller n'importe où puisque dehors il neige. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Euh, Si tu pouvais plus exercer ton métier, tu ferais quoi? Si demain on te dit, écoute, pour X ou Y raison, alors quand je te dis on te dit, parce que c'est un mauvais exemple, parce que être prof, tu pourrais être prof dans le privé, mais tu n'as plus la capacité d'exercer ton métier. Tu ferais quoi? Est-ce que tu aurais un plan B ou est-ce que tu as toujours pensé à faire autre chose que ce que tu fais à l'heure actuelle? Non, j'ai pas de plan B. Aujourd'hui, je pense que je me suis trouvé dans mon élément et je pense que je serais malheureux si aujourd'hui on me dit, bah voilà, vous pouvez plus enseigner, vous pouvez plus transmettre pour une raison X ou Y. Ok, donc c'est vraiment ce qui te colle à la peau Ouais, et ce qui te et ça fait me vibrer. Oui. tout à fait. Ouais, ouais, c'est ce qui me correspond le mieux. Ton premier réflexe pro en te levant, c'est quoi? Regardez mes mails. Sur ton smartphone qui était juste à côté de Ouais, ton lit c'est ça. et que tu avais mis en, en avion, en mode avion pour la nuit quand même. Ou même Non, pas. je l'éteins. Non, je l'éteins, je l'éteins. Ah, bah c'est bien, ça le fait redémarrer. Moi, je le fais même plus, ça. Très bien. Euh, à ton avis, est-ce qu'il faut mieux savoir faire ou faire savoir? Alors en fait, pour moi, pour faire savoir, il faut savoir faire. Ah non. Ah bah si. T'as jamais vu dans le monde de l'IT des pipoteurs qui étaient Ah très bah bons à, à faire savoir, mais qui étaient pas bons dans le savoir-faire? oui, mais T'as le t'as- problème, t'as c'est que jamais, pour... t'as jamais rencontré un commercial, alors je stigmatise pas les commerciaux, messieurs, dames, mais t'as jamais rencontré un commercial qui était très bon pour te vendre un produit, et au final, tu t'es rendu compte que ce produit était pas bon, et que si en plus c'est la même personne qui te vend le produit, mais qui te le met en place, non, ça t'est jamais arrivé. Euh, peut-être une fois ou deux, mais si tu veux, pour moi, enfin, de fait de mon métier, hein, mais tu peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas. Ouais, parce que t'es dans la logique d'enseignement. Mais, Voilà. Mais ok. oui, je comprends très bien le fait qu'il puisse y avoir des pipoteurs, comme tu dis. Moi, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient très très bons techniquement, mais qui avaient beaucoup de mal à Ah, transmettre leurs ouais. compétences. C'est-à-dire que la pédagogie, ça se travaille, mais on a tous des limites. Mm. Et il y a aussi ce point-là, parce que quand tu dis oui, mais les deux sont liés, bah en fait, les deux sont liés dans l'idéal. Dans l'idéal, on doit être compétent et être capable de démontrer nos compétences. Donc d'embarquer les gens avec nous là-dedans. Mm. Mais dans la réalité, c'est pas tous les profils. Et encore une fois, il y a des gens qui sont très bons, très compétents, mais qui n'arrivent pas à le faire savoir et qui sont souvent frustrés parce qu'en entreprise, bah, ils se disent bah, attends, je bosse mieux que mes collègues, je travaille plus dur, je suis plus compétent et je suis moins payé que mon collègue à côté qui lui mange toute la journée avec le manager et qui voilà, donc il y a aussi ce point-là qui est Mm. de C'est dire vrai. le faire savoir.
je pense qu'il est autant important malheureusement dans notre société que le savoir-faire. Mais bon, peut-être je me trompe. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait pour un étudiant? Ou une étudiante d'ailleurs? Le truc le plus fou, Ouais. euh, je suis pas forcément très. Non, j'ai pas de choses qui me. Là, toi, non, je suis. Pouf, bouche bée. Non, je vois pas. Le truc le plus fou. Non, en fait, je suis assez humble. C'est-à-dire que, si tu veux, pour moi, j'ai pas besoin de démontrer, de montrer, d'être extravagant. C'est pas quelque chose qui me. C'était pas le sens de ma question. Euh, Ah, Par exemple, moi, il y a des années, pour un étudiant auquel je croyais, je me suis, entre guillemets, mouillé pour lui et j'ai pris un risque en tant que prof vacataire pour cet étudiant parce que je croyais en lui. Et ouais, c'est pas forcément faire un truc fou comme on l'entend, ça va être ouais, d'accord. de prendre un risque, de faire quelque chose en dehors du cadre parce que Ouais. tu penses que telle ou telle personne, c'est pas forcément un étudiant, mais ça peut être un étudiant, Mm, tu lui fais confiance et il vaut le coup de prendre des risques. Non? mm. Est-ce que Ouais, ça non, j'ai pas t'est eu. pas Non, eu le ça m'est cas? pas arrivé. Non, pas eu le cas. Très bien. Tes projets en cours au boulot, chez Eni, en tant qu'MVP, c'est quoi? Mes projets en cours, donc actuellement, on travaille sur l'intégration avec, enfin, sur l'apprentissage du zéro tiers avec de Arden AD. Donc sécurisation et durcissement de tout ce qui est Active Directory. Là, je suis en train de tourner une vidéo sur Windows 11 et la sécurité au sein d'Active Directory, donc notamment avec beaucoup de changements. Et j'ai sorti récemment une vidéo sur l'optimisation des scripts PowerShell, donc tout ce qui est publication de modules, fonctions avancées, gestion des erreurs, des traces, et ainsi de suite. Et toi qui es prof, comment tu vois l'évolution de Microsoft dans le temps? Toi, t'as vu qu'on partait sur du Windows NT, Windows 2000, 2008, 2012, puis on a abandonné les certifications sur ces Ouais, domaines-là, et puis au final, on est parti sur Azure, sur Office 365, sur Dynamics d'ailleurs, mais on va dire ce dont on connaît, c'est plutôt Azure. Toi, tu penses quoi de cette évolution? Parce que au final, de nos jours, une entreprise va avoir tendance à profiter du cloud public pour X ou Y raison, hmm, mais n'empêche une stratégie de Microsoft qui est énormément poussée en avant. Je suis pas en train de dire qu'on arrête Windows Server, parce que c'est pas le cas, ni Windows 11 ou une prochaine version, mais comment tu vois, toi, l'évolution de la société ces dernières années, depuis que tu es bah, prof? moi je vois en fait, et en fait nous on le ressent puisque là notre BTSSIO il a été rénové il y a encore 2 ans où on a remis un aspect cybersécurité, une coloration cybersécurité qui n'existait pas avant, parce que les besoins changent. Et on se rend compte que de plus en plus, bah, Microsoft en fait s'oriente vers le cloud. Et là, on a un partenariat donc avec l'Éducation nationale et Microsoft justement qui est venu vers nous pour nous pousser à former nos étudiants sur bah, en fait les futurs métiers de l'IT, autrement dit vraiment le côté hybride dans un premier temps des entreprises, comment elles vont travailler dans 2 ans. Enfin, elles travaillent déjà hein, dans ce mode-là, mais vraiment entre du on-prem et de l'Azure et tous ces éléments-là. Donc ça, c'est des choses que nous, qu'on va être en train de juste de leur apprendre malheureusement, puisque bah, Microsoft est arrivé vers nous il y a de ça quelques années. Oui, mais comment tu juges l'évolution, la stratégie de Ah, comment je juge Microsoft? l'évolution? Bah, si tu veux, pour moi, euh, alors pour moi, je trouve que c'est bizarre parce que on était sur un avant, on va dire, dans les années 80, on était vraiment, on était sur de l'on-prem, on avait arrêté tout ce qui était AS400, donc tout ce qui était centralisation de l'information, pour tout éclater et pour avoir plein de serveurs dans tous les sens. Et après, on a dit non, 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 on repart dans l'autre sens, on va refaire de la vertu, sur un serveur, on recentre tout, avec d'autres technologies pour ajouter de la haute dispo, et maintenant, on garde ça, mais on en garde un peu chez nous et un peu ailleurs. Donc je pense que c'est ni plus ni moins qu'un cycle
Alors, je ne sais pas si on y reviendra un jour sur du full on-prem ou pas. J'y pense pas trop. Je pense qu'on va plus aller Alors là, vers du full cloud. Non, non, mais c'est sûr. On va rester vers du full je cloud vois pas ou sur Microsoft de l'hybride. abandonner Azure. Hein. Là, Bah non. Non. bon, moi, je me Mais retrouverai au chômage, mais je vois pas Microsoft. Vas-y, non, moi vas-y. non plus. Moi non plus. Mais si tu veux, c'est pour montrer que pour moi, cette évolution, elle me semble logique pour moi. D'accord. Le fait de diminuer le on-premise au profit du cloud public, pour toi, ça va dans l'air du temps. Ça va dans l'air du temps. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Je sais pas. Mais ça va dans l'air du temps. Bah, c'est intéressant. Alors, pourquoi ça serait un mal ou pourquoi ça serait un bien, à ton avis? Bah, pour moi, un bien, après, tout dépend de la responsabilité qu'on a en fonction des modèles qu'on va utiliser, mais on pourrait perdre la main et perdre de la technicité, à mon avis, sur les personnes qui sont on-prem, justement. Et en fait, c'est aussi ça le savoir d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle son capital propre, enfin, sa gestion de son IT. Et toutes ces compétences, si elles sont délocalisées, bah, pour moi, l'entreprise, elle perd un peu de sa valeur. Oui, Parce mais qu'alors, c'est intéressant ce que tu dis. elle perd de la maîtrise sur son environnement. Oui, mais Et alors, ses techniciens sont moins bien formés. c'est intéressant ce que tu dis. Parce que d'un autre côté, moi, je pourrais te répondre, à part une entreprise de l'IT, mais une entreprise, elle doit se concentrer sur ce qu'elle sait faire. Je Je suis m'explique. d'accord. Peugeot, Renault vendent des voitures. D'accord. Euh, la SNCF permet de voyager, etc., etc. Ces entreprises-là, leur cœur de métier, c'est pas l'IT. Ces Oui. entreprises, c'est de fournir un service ou parfois un bien à un client, mais qui n'a rien à voir avec l'IT. Et donc, je me fais, alors on va me dire l'avocat du diable ou pas, je pense pas, mais moi je reste persuadé que l'intérêt d'une entreprise, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, quel que soit ce que c'est, et que bien entendu qu'on aura toujours besoin d'informaticiens, mais si ces informaticiens permettent de se concentrer sur d'autres sujets autres que la maintenance en conditions opérationnelles de leur infra, parce qu'on parle vraiment de ça, quand vous mettez votre infra dans le cloud public, quel qu'il soit, vous déléguez le MCO, le maintien en conditions opérationnelles de cette infra, à un tiers. Donc en gros, bah, vous mettez votre infra dans les data centers de Microsoft. C'est imagé, mais c'est pourtant le cas du cloud public. Et donc ça permet aussi à une entreprise de se concentrer sur son véritable cœur de métier, et ça permet à l'IT de cette entreprise de se décharger de justement la disponibilité de son infra. Est-ce que c'est si mauvais que ça que l'entreprise n'ait plus à gérer son infra physiquement au travers de data centers, de maintenance d'incendie, d'électricité, et puis faut penser aux licences, etc. Et d'évoluer ça à un tiers? Je sais pas. Moi, je suis jugé parti, hein, forcément, Oui, mais oui, non, mais c'est vrai, tu as raison. Enfin, si tu veux, les deux points de vue peuvent être discutés et sont discutables, de toute façon. ouais. Après, bon, ok. Il y a une question dans le chat, sachant que l'Active Directory Domain Services, donc qui est un rôle qu'on installe sur les contrôleurs de domaine, n'est pas super simple. Est-ce que les cours que tu donnes sont pratiques ou plutôt des présentations PowerPoint partagées après l'explication? Comment tu fonctionnes en tant que prof? Est-ce que tu es En tant plus que dans la prof, pratique ou en plus plutôt dans les présentations? nous, on fonctionne en mode projet, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment. L'idée, c'est que je leur présente pourquoi le N-tiers, pourquoi, grosso modo, à quoi ça sert, pourquoi on doit faire ça, et on le met en place directement dans leurs AP. C'est-à-dire qu'en fait, on a un gros fil rouge sur le BTS SEO qui a commencé en novembre et qui va se finir sur la fin d'année. Et en fait, toutes les technologies sont implémentées en mode projet. Donc en fait, on explique pourquoi, on détermine le besoin et on l'applique. Et les Donc il y a énormément évaluations, de pratique. elles sont aussi en mode projet, les évaluations? Oui, Ah, oui. c'est Chaque fois intéressant. en fait ils ont des jalons. Et donc par exemple, je sais pas moi, ils mettent en place une techno. Bah, par exemple, ils ont mis en place l'AD, ils ont mis en place, je sais pas moi, un RODC sur un site distant, par exemple. Poum, ils m'expliquent pourquoi, ils me font un compte rendu. Et ce compte rendu, une fois qu'il est livré, ils ont une note. D'accord. Bah, moi, je trouve que ça prépare bien au monde du travail.
Je pense que ouais. Rendre compte, mettre en place, être capable, écrire, produire des documents, enfin tout ce qu'un admin doit savoir faire, quoi. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé avec les personnes qui étaient connectées. Salut tout le monde, portez-vous bien et encore merci Jérôme. À bientôt. Merci Philippe.